Amis des livres, amis de la librairie Rengart, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi. Alors comme il est d'usage tous les 15 jours, nous recevons un auteur, un éditeur. Aujourd'hui nous avons avec nous une autrice qui est Dominique Gouillard. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Qui écrit des polars dans la collection des enquêtes Renan aux éditions du Verger et vient de paraître le Monstre vert de Strasbourg. Mais avant de pénétrer plus dans ce roman, une ou deux questions sur Dominique. Alors Dominique, ancien prof de lettres classiques. Oui, tout à fait. Français, latin, grec. Oui, oui, surtout grec. Hein. Mais écrire des polars après ce parcours, c'est pas une sorte d'hérésie dans ce milieu? Ah non, 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 pas du tout. Bon, d'abord, s'il y a hérésie, c'est toujours amusant de faire des hérésies. D'accord. Bon. D'autre part, c'est vrai que j'ai très longtemps enseigné le grec ancien en classe prépa, mais enseigner le grec, ça n'est pas seulement enseigner le thème grec ou la grammaire ou des déclinaisons, c'est surtout arriver très vite à traduire des grands textes, à traduire Homère par exemple. Les tragédies, Sophocle, c'est merveilleux. Oui. Homère et surtout l'Odyssée, c'est une magnifique histoire, c'est à la fois un roman, une épopée. Enfin, je veux dire. Enfin, c'est quand même pas un polar non plus. Bien qu'il y a des aventures. Si, il y a des aventures. Il y a des meurtres, il y a des. Oui, il y a voilà. Des tas de choses. Et lorsque vous lisez Édith Proie, quand même, Édith Proie, oui. C'est déjà un polar. Donc. Donc c'est assez naturellement que vous êtes venu à écrire des textes. Bien sûr, pour moi, bon, il y a une différence de sérieux parce que quand on enseigne, bon, il faut absolument arriver à donner un enseignement qui soit bon. Bien sûr. Bon, donc c'est sérieux. Bon. Donc à la limite, il ne faut pas prendre Homère trop au sérieux non plus. Je pense qu'on s'est bien amusé. Et là, c'est la même chose. C'est peut-être un peu moins sérieux, mais je continue à raconter des histoires. Alors, dans le peu sérieux, mais toujours dans les énigmes policières, donc vous contribuez aussi au carnet d'écrou, puisque c'est la petite revue du Cercle Holmésien de Strasbourg, où on vous retrouve avec un pseudonyme. Oui, on me retrouve tantôt sous mon nom normal et tantôt sous le pseudonyme de Molly Hooper. Voilà. C'est tout un programme. Tout un programme. Alors, pour revenir à la collection des enquêtes Renan, nous avons Le Monstre vert et paru avant Échec à la reine. Absolument. Je montre à la caméra. Donc celui-ci il date de 2018 et Le Monstre vert il date de cette année. Alors, d'où est venue cette idée de créer une série d'histoires avec notamment ce personnage d'une enquêtrice qui est une journaliste d'investigation, et c'est quand même une démarche particulière de choisir d'avoir un personnage de la sorte. Bon, alors d'abord, je crois que il faut dire que pour moi, le roman policier, c'est vraiment le genre majeur de notre époque. Oui. Maintenant, le but n'est plus d'écrire des romans psychologiques comme on en écrivait au XIXe siècle. Il s'agit de raconter des histoires qui parlent aux gens. C'est ça. Oui. Mais quand même, ce personnage de Ira, sa psychologie, ses doutes, ses aventures amoureuses, ses maladies, elles sont en permanence présentes dans les deux ouvrages. Oui, tout à fait. Alors, pour dire les choses, ça n'est pas la première chose, le premier ouvrage que j'ai écrit. C'est-à-dire que auparavant, il m'arrivait d'écrire des choses et puis de les mettre dans mon tiroir et de ne pas en être contente. Et notamment, j'avais écrit un polar qui ne paraîtra jamais parce que je ne l'aime plus, mais ça n'était pas une enquêtrice, c'était un enquêteur. Et ensuite, je me suis posé la question du point de vue. Et là, j'ai eu envie, effectivement, d'avoir un personnage qui soit un personnage féminin. Oui, Ira, bon. C'est un peu Dominique.
Je crois que oui et non. Je crois que la première chose à dire, c'est que mon personnage, ça n'est pas moi. J'ai quand même tout fait pour qu'il soit différent, il y a une différence d'âge. Pourquoi est-ce que j'en ai fait une journaliste? Parce que la journaliste, elle est ou la journaliste sont très utilisés par les auteurs de polar, étant donné qu'ils ont eux-mêmes une position d'enquêteur. Et puis une liberté par rapport aux procédures, etc., qui vous permet la création littéraire sans trop de contraintes. Mais on va peut-être revenir sur le personnage d'Ira tout à l'heure. Oui, oui, mais enfin, pour continuer à répondre malgré tout, le métier de journaliste, c'est un métier qui m'aurait certainement intéressé, mais je pense que je ne suis pas assez femme d'action moi-même pour avoir finalement le culot d'aller interviewer des tas de gens. C'est un peu par procuration. Voilà, je dirais que par procuration, j'aime beaucoup être journaliste. Alors, Ira Hope, déjà le nom. Alors, Ira, la colère en latin. Oui, mais c'est plus que ça. Et Hope, l'espoir en anglais. Oui, bien sûr. Pourquoi? Alors, je dirais que Ira, c'est un nom, c'est d'ailleurs expliqué. Oui, une histoire irlandaise qu'on trouve dans le premier livre. Oui, mais c'est tout et son contraire. C'est-à-dire que Ira, c'est aussi la contraction de Irini, de la paix. J'avais suivi des cours de russe à un moment donné et j'avais donné mon livre à la prof. Et elle m'a dit « Ah, mais Ira, c'est russe !» Ah oui. Oui, ça a été sa première réaction. Ira, c'est russe. Pour moi, ça me fait penser au latin tout de suite. Aussi. Alors, c'est à la fois la colère, oui, mais c'est en même temps la paix. Donc, je trouve qu'il y a un équilibre parfait dans ce prénom qui respecte une double polarité, on pourrait dire les deux plateaux de la balance. Et puis, au milieu, vous avez l'espoir, effectivement. Donc, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les doutes de Ira sont déjà indiqués dans le nom. Exactement, exactement. Alors, le deuxième personnage, qui est beaucoup plus présent dans Le Monstre Vert que dans Échec à la Reine, c'est le policier, donc il s'appelle Landrini. Donc ce nom sort peut-être plus d'un chapeau dans ce cas-là. Enfin, c'est un peu corse, un peu méditerranéen, un peu italien. Voilà, c'est méditerranéen. C'est on pourrait dire un immigré en Alsace qui est arrivé en Alsace et qui est très content d'y être, qui apprécie beaucoup les knacks, le vin blanc, la choucroute, et qui est très... Moi, c'est un nom qui m'a fait penser à des personnages, notamment des policiers, qui ont déjà œuvré à Strasbourg dans le passé. Et je dis, effectivement, on a des parcours comme ça. Absolument. Et il est beaucoup plus présent dans Monstre Vert que dans Échec à la Reine. Tout à fait. Ce qui fait que le livre est un peu plus contextualisé comme enquête policière. Exactement. Et pas uniquement enquête de journaliste. Absolument. Mais à propos de lieu et de contexte, on a aussi, sur les deux, une espèce de parallèle qu'on peut retrouver. Puis dans le premier, on a un cadavre qu'on découvre à la Robertson. Oui. Et puis on va s'engager dans une enquête à l'intérieur d'une famille, dans laquelle on va avoir des rivalités, des jalousies, même des complots, des gens qui ont disparu, qu'on a fait. Et dans le deuxième, c'est au quartier des 15. Oui. Et là aussi, on a une famille. Alors là, c'est pas une famille industrielle, mais c'est une famille aussi qui a les moyens, mais avec des éléments qui sont un petit peu disparates, on va dire. On va revenir sur les enfants de la victime. Alors, dans le premier, on a un cadavre congelé. Et dans le deuxième, on a un monstre vert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monstre vert? Là, évidemment, il faut lire le début. Chapitre 1. Un géant vert, un immense géant vert à la peau luisante, qui se déplaçait lentement, prudemment dans l'entrée. Les écailles de sa peau brillaient comme celles d'un crocodile, et ses épaules énormes pouvaient sûrement soulever des arbres entiers. Le géant aurait dû marcher plus vite car il portait des bottes de 7 lieues. Mais il s'était arrêté un instant devant la porte. Il avait tourné la tête pour jeter un dernier regard derrière lui, et ses yeux gigantesques avaient renvoyé des reflets lumineux, ses grands yeux de verre qui n'avaient pas vu qu'un petit garçon se cachait, effrayé, en haut de l'escalier. Et c'est ce que raconta Valentin, qui est témoin de cette affreuse scène. Absolument.
Alors Valentin, c'est le petit-fils de la victime, Joachim, qui va ne pas savoir trop quoi faire. Il va partir en pyjama à l'école du quartier des 15, Absolument. Oui, oui, et parler de ce monstre. tout ça est tout à fait réaliste. Alors, le premier paragraphe du roman que vous venez de lire, c'est vraiment le point de départ du roman. En fait, c'est une histoire vraie au départ. Ah oui. Oui, parce que j'aime beaucoup regarder à la télévision, vous savez, toutes ces séries où on voit... Ah oui, je partage un peu. on raconte des crimes les plus horribles les uns que les autres. Et donc, en gros, c'est... Mais juste le point de départ, la suite de l'histoire est très différente. Ça s'est passé aux États-Unis il y a environ 25 ans. Effectivement, dans une maison individuelle, un petit garçon, en haut d'un escalier, a été témoin du massacre de son père par un individu qui était recouvert d'un espèce de truc, et lui n'a pas compris ce que c'était. Et dans l'histoire du réel, le père de famille avait été assassiné par son fils aîné, qui estimait que le père ne lui donnait pas assez d'argent. Enfin, c'est une histoire absolument sordide. Mais cette histoire vraie au départ, du petit garçon qui assiste en haut et qui ne comprend pas, m'a fascinée. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ de l'histoire. Très bien, mais on commence tout de suite par une image très forte. Hein. Oui, absolument. Le cadavre congelé au début dans l'autre livre. Oui, et là, ce monstre vert, on découvrira plus tard au fil de la lecture que le petit garçon avait un livre. Voilà. Mais ce monstre vert, qui est-il et comment ça s'est... Donc les victimes sont Joachim et sa maîtresse, Joachim Thaler, qui est un financier connu sur la place de Strasbourg, qui est veuf, qui a 4 enfants et qui a une maîtresse. On verra très vite que cette maîtresse, c'est la femme d'un collègue. Donc le collègue, c'est un suspect évident, mais bon, c'est peut-être pas lui, on verra. Mais ce personnage est quand même très étonnant. Alors, on sait qu'il a des enfants, puisqu'il a un petit-fils. Le petit-fils, c'est le fils de Katia, une infirmière qui habite pas loin d'ailleurs, dans la cité Rotterdam, je ne me trompe pas, et qu'il a eu avant son mariage. Non, c'est après. Enfin bon, après le. C'est après c'est pas la vraie sœur de Thomas et Alexis. Donc Thomas qui est prof de droit, enfin. Absolument. Et Alexis qui est artiste, un peu autiste, etc. Et au fil des lectures, on découvrira un 4e personnage, un fils non reconnu, qui s'appelle JFK, mais c'est Jean-Fred Cole, donc qui porte le nom de sa mère, qui est une personne que Joachim avait connue voilà, il y a très longtemps. Donc ce personnage, on le retrouvera un petit peu plus loin dans le... Mais on a affaire à quelqu'un de très bizarre, ce Joachim, financier connu, mais austère, fermé, peu sociable, est complètement fasciné par les chiffres et par la musique classique. Et là, juste un petit extrait où Alexis parle de son père, et il dit qu'il n'y avait que les chiffres qui l'intéressaient, un esprit brillant, et j'ai perdu la page. Oui, enfin bref, on a affaire à un personnage qui est omnibulé par les chiffres et la musique classique, et il va nous-mêmes révéler à Ira qu'il a écrit un concerto pour CAC 40. Alors, il dit la chose suivante. Comme sa passion principale était quand même la finance, il a eu l'idée d'écrire des articles établissant des rapports entre les deux domaines qui lui sont parus dans les revues spécialisées. Il a poussé plus loin ce rapprochement, et il a écrit un concerto, oui, un concerto pour 4/40. Ça vous paraît invraisemblable. Le procédé est simple. Vous savez sans doute que l'on représente les courbes boursières sous forme de chandeliers japonais. Ce sont des sortes de petits signes verticaux qui symbolisent le cours de bourse et qui ressemblent à des notes de musique, etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Je pense que j'ai poussé très loin dans mes personnages qui sont parfois un peu bizarroïdes, des tendances qui sont
mes propres obsessions. J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé les chiffres, les maths, les courbes. Et même, je me suis amusée avec des courbes boursières. Et ce sont des choses qui me fascinent. Et bon, alors personnellement, je n'ai pas assez de talent pour écrire de la musique, mais j'appartiens à une famille qui est une famille de musiciens depuis 250 ans à peu près. Ah oui. Ah oui, j'ai un grand-père qui était compositeur de musique, chef d'orchestre. J'ai des cousins qui sont professionnellement Mais alors pianistes. vous avez soumis cette idée à un de ces musiciens? Mais c'est pas la peine, c'est tout à fait possible, hein. Quelqu'un s'y Mais essayait? mais de toute façon, les cousins en question ont lu le roman. C'est vrai que j'en ai pas parlé avec eux, mais ça ne les a pas choqués du tout. Il faudrait que je leur demande, Oui, hein. s'il y a un résultat, quoi. Si effectivement on peut entendre ce concerto, ou si Ah, l'un des cousins l'a créé, mais quoi. de toute façon, la musique moderne, mais je parle pas de la musique pour le grand public, mais la musique un peu Contemporaine, abstraite. oui, Oui, ce qu'on appelle. Xenakis, Voilà, etc. ting tang tang tang, Boulez. ting ting. Bon, ben, ça. Oui, c'est vrai que ça fait C'est- penser à ce genre de choses. Exactement, il n'y a aucune impossibilité. Non, non, je le pense tout à fait. Enfin, c'est quand même très étonnant, très original, pour le moins, cette idée. Euh, alors, une autre chose qui m'a frappé, et dont on a déjà parlé un petit peu, c'est Ira, donc, qui mène cette enquête parallèlement à la police, quoi, hein, mais qui est, quand elle rencontre les antagonistes, elle est soumise à des doutes, et notamment quand elle rencontre Thomas, Mhm. donc, qui est un professeur de droit, qui a toute une cour autour de lui, mais qui est lui aussi fasciné par les chiffres et tout ça, Oui. et qui a... ils ont tous subi ce père, quoi, qui a façonné. Ah Mais oui, les rapports au père, c'est vraiment une des thématiques principales du livre. oui, oui, oui. La manière dont un père peut être extrêmement prégnant sur ses enfants. Enfin, c'est... Alors, si Dominique, vous pouviez prendre la voix de Ira Mhm. pour nous lire un petit peu son ressenti par rapport à son entretien avec Thomas, Oui, oui. qui essaye de la charmer un peu, je propose de lire page 99, à partir de Thomas Oui. jusqu'à Verra bien. Très volontiers. Oui, alors il faut rappeler que Ira, elle a un copain. Oui, c'est Oui, vrai. oui, donc un Mais qui est copain. loin, qui est à Barcelone. Oui, oui. Quel- Et d'ailleurs, pour écrire l'intrigue, c'était très pratique d'envoyer Daniel à Barcelone parce que ça laissait à Ira le champ libre. Oui, et puis on a un petit lien, parce que c'est en pleine période du mouvement autonomiste catalan. Ah oui, bah c'est pour Et ça que puis on a j'y le petit lien Bien avec sûr. JFK, dont on va dire deux mots tout à Oui, l'heure. oui, tout à fait. Donc Ira et Thomas. Alors, Thomas aurait-il l'âme d'un Brutus? On arrive à l'heure du café et aux propos insignifiants que l'on tient en fin de repas sur l'actualité et sur l'air du temps. Incompréhensible, avait dit Thomas de son père. Mais ne sommes-nous pas, chacun d'entre nous, un être incompréhensible? En particulier, lui, ce Thomas, tour à tour brillant professeur et orateur, fils insatisfait, dragueur d'étudiantes, défenseur de causes régionales, sûr de lui quand il joue un rôle, et désorienté quand on évoque son enfance, sans compter ses rêves nocturnes de meurtre. Je vous invite, déclare Thomas d'un ton décidé qui n'admet pas de réplique. Il n'est pas question, répond Ira. J'insiste, vous m'inviterez une autre fois, j'espère que nous nous reverrons, n'est-ce pas? Ira est maintenant dehors. Thomas veut la revoir. Pourquoi? Cette invitation à la revoir n'a pas été prononcée sur le ton de la drague. Elle l'intéresse, non pas en tant qu'objet interchangeable de ses poursuites amoureuses, mais en tant qu'Iraho, qui a su lui résister, journaliste, femme unique et différente des autres. On verra bien. On verra bien, justement. Et on verra bien parce que, à tour de rôle, les enfants, enfin notamment les deux frères et le dernier, vont être suspectés ou vont être concernés par la chose. Le dernier personnage qu'on va croiser, c'est donc ce fameux JFK, Jean-Fred Cole, qui est une espèce d'anarcho-autonomiste, terroriste dans l'âme, enfin on ne sait pas trop, qui véhicule avec lui une certaine
violence, une vengeance, Oui. bon, il a un ressenti terrible par rapport à ce père qu'il n'a pas reconnu, il est marchand de voitures, il aimerait bien avoir un petit peu le même niveau de vie que les autres, et il a même un groupuscule autour de lui, et avec des idées bien curieuses sur l'Alsace et les Alsaciens. Alors, l'Alsace, une région fondamentale du système de base, les travailleurs alsaciens, unissez-vous contre le grand capitalisme, fraternisez avec les frères des autres régions, surtout pas avec Bruxelles ni Paris, enfin, et qui dégage une violence incroyable. Voilà, ce personnage arrive un petit peu plus tard dans la narration, mais il dénote un peu par rapport aux autres. Voilà, donc je propose, puisqu'on arrive à la fin du temps imparti, comme on Déjà. dit, déjà, Mhm. on pourrait encore parler des heures, je propose aux lecteurs de découvrir la suite, de découvrir donc le monstre vert de Strasbourg, et de découvrir qui en réalité était ou est ce monstre qui a tellement terrorisé le petit Valentin. Voilà, merci Dominique, Merci Dominique. à une prochaine émission.